Les nuances n'existent plus. Puis tout est la nuance. Tout est la nuance. Je m'appelle Ronit Yaroski. Je suis canadienne, israélienne, juive, femme, anglophone. Je vis à Montréal. Et toute ma vie, bonne partie de ma vie, j'ai lutté pour les droits des Palestiniens et des Israéliens. Je suis née à Montréal et la majorité de ma vie, j'habite à Montréal, mais toute ma famille est en Israël et j'ai vécu une bonne 10 ans à peu près en Israël. J'étais aussi soldat dans l'armée israélienne, vraiment dans les premiers jours de première intifada. Tu as grandi à Montréal et après, toi et ta famille, vous êtes allés en Israël. Tu avais quel âge? 13 ans, à peu près 13 ans. C'était en quelle année, tu te rappelles? 83. 83, c'est 4 ans avant l'intifada. Oui. Tu finis ton secondaire en Israël, tu gradues, tu rejoins l'armée israélienne, c'est ça? Ben, c'est obligatoire pour tout le monde, les femmes et les hommes également, c'est obligatoire. C'est ça ce qu'on fait, tous les amis sont en train d'aller à l'armée, donc c'était comme obvious que moi je suis avec eux. Un rite de passage, quoi. Oui, tout à fait. Et là, il y a la première intifada qui commence. La première intifada commence en décembre 1987 et toi, tu es dans l'armée israélienne. C'était comment pour toi? Ignorance. Vraiment ignorance. Je comprenais rien. Je comprenais rien. Et quand je prends recul, je ne sais pas, est-ce que cette ignorance, c'était à cause que je n'ai pas grandi vraiment toute ma jeunesse en Israël, donc je ne savais pas exactement que sont peut-être les questions que je devais poser. C'est quelle information me manquait que je ne savais pas que ça manque? Ou est-ce que c'était plus les histoires, les mythes, les mythes nationaux, culturels que je connaissais, ou peut-être un mélange des deux. Donc, j'avais aucune compréhension. C'est pour quelle raison l'intifada? Dans cette époque-là, il y a l'ignorance. Tu m'as parlé, tu viens de dire les mythes nationaux. Tu parles de quoi exactement? C'est quoi un mythe national? Ben, je le dirais en anglais d'abord, j'ai grandi avec la phrase « A land without a people, for a people without a land ». Surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait vraiment un problème pour les Juifs parce qu'il fallait qu'on aille somewhere. Mais où on est allé s'installer, c'était pas une terre vide, mais c'est ça qu'on pensait. C'est ça qu'avec ce mythe qu'on a grandi. Et on croyait ça, on croyait complètement. C'est pas facile pour un être humain de se rendre compte et d'accepter qu'il est là grâce à quelque chose méchant ou quelque chose, des injustices. C'est beaucoup plus facile d'accepter ce qu'on te dit. Le 7 octobre arrive, toi tu es au Canada. Comment tu vis ça? C'était vendredi soir chez nous, puis sur mon cellulaire, j'ai une appli qui sonne. S'il y a des raquettes lancées, je mets sur où sont mes proches. Ma sœur et ma mère étaient dans leur abri anti-bombe, abri sécuritaire. Et ils m'ont dit, bon, c'est fini, on est sorti. Puis ça faisait déjà 11h30, minuit. Donc, je dormis. Et le matin, ma mère m'a téléphoné. Là, c'était vraiment la découverte que quelle catastrophe est arrivée. Puis je ne croyais vraiment pas quand j'ai vu les images, les premières images. Et après avoir beaucoup parlé avec ma mère et ma sœur, j'ai envoyé un message à un ami ici à Montréal. C'est un arabe que je travaille avec lui pendant 25 ans pour défendre les droits des Palestiniens, les droits des communautés religieuses minoritaires au Québec, etc., etc. C'était lui la
première personne après ma famille que j'ai contactée pour me dire « Oh my God », je lui ai dit « Tell me something ». Puis, je croyais tellement en lui qu'il va me dire quelque chose humain, avec un peu de compassion, que j'avais aucun doute. Puis sa réponse, c'était tu sais, un peuple qui est sous occupation militaire, ils ont le droit de résistance armée. Et si Israël pense qu'ils peuvent continuer comme ça avec cette occupation, they're stupid. Puis je pensais, OK, peut-être, oui, tu as raison, peut-être. Mais là, en ce moment-là, c'est tout ce que tu as à me dire. That's all you have to say to me. En ce moment-là, tu as un tout petit grain de compassion que tu peux me dire, wow, c'est vraiment horrible. Ça m'a brisé quelque chose, ça m'a rupturé quelque chose à l'intérieur, cette histoire. La compassion, ça nous amène très loin. Et je dis beaucoup dernièrement que la compassion, c'est pas comme un gâteau. Que si je te donne un morceau de compassion, ça veut dire qu'il y en aura moins pour moi et mes proches. Il y en a assez pour tout le monde. Mais le dialogue, ça prend deux personnes, ça prend deux parties entre les individus, entre moi et cette personne, moi et mes amis. J'ai toujours l'espoir. C'est une énorme partie de ma vie, c'est pour le dialogue. Mais c'est recommencer comme si on ne s'est jamais rencontrés. Day one. Dialogue 101. C'est quand vous avez commencé à vous intéresser au dialogue? C'était quand je faisais ma maîtrise à McGill et j'étais en train de faire la recherche pour ma mémoire et j'ai lu un livre c'était à l'époque un peu nouveau, le livre de Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem. Et j'ai vu le nom du village de mon oncle, qui avant 48, il y avait un autre nom. Puis j'étais complètement choquée. Choquée complètement. Et là, avec du temps, je parlais avec ma mère. Et oui, c'est bien sûr que c'était une ville arabe. Et mon oncle qui voulait pas discuter. Puis je commençais à parler à rencontrer, parler et lire. J'ai rencontré des Palestiniens, je parlais. C'est la première fois de ma vie que j'ai parlé avec un Palestinien. Je me rappelle la première fois de ma vie que j'ai dit le mot Palestine. Je me sentais très courageuse parce que ça ne se dit pas. Ça fait longtemps, mais ça ne se disait pas. Et j'ai découvert que ce que j'ai vécu toute ma vie, ce qu'on m'a raconté toute ma vie, c'était peut-être un peu de vérité, mais il y avait beaucoup des choses qui n'étaient pas vraies, finalement. Je disais, on peut pas vivre comme ça, on ne peut pas agir comme ça. Obviously qu'on est des ennemis parce qu'on ne se parle pas, on ne se voit pas, on ne se comprend pas, il n'y a jamais une opportunité pour écouter ton histoire et toi, tu n'as jamais l'opportunité d'écouter mon histoire. Comment est-ce qu'on peut jamais d'un jour vivre ici ensemble en paix? En 2000, mon père en Israël est tombé malade et j'ai retourné vivre en Israël pendant 1 an. Et là, ça a commencé le deuxième intifada. Et je suis devenue vraiment militante pour un pays palestinien, à côté d'un pays israélien. Quand je suis revenue à Montréal, je disais il faut qu'on se parle, si on peut pas le faire ici au Canada, eux là-bas ils n'ont aucune chance. C'était un peu comme je me sentais que c'était un peu même une obligation d'être comme un leader, parce qu'on est au Canada finalement, multiculturalism. Et donc, vous fondez Montreal Dialogue Group Oui. avec votre
collègue? Ben, cofondatrice, une amie, oui, palestinienne. Des personnes voulaient avoir ces activités, ils voulaient, certaines personnes, avoir cette opportunité d'apprentissage, essayer un peu de se rapprocher et de raconter et d'écouter. Qu'est-ce qu'il a à dire? C'est quoi son histoire à lui? Est-ce que vous avez une anecdote d'une situation où vous avez vu ce genre de petit genre clic qui arrive chez quelqu'un ou même chez vous en dialogue? Est-ce que vous en avez une anecdote? Une femme palestinienne racontait son histoire. Elle était obligée en 47 ou en 48 de fuir. Elle était toute petite, elle a quitté la maison. Elle raconte qu'elle pensait toujours à ses poupées, qu'elle a été obligée de laisser là-bas, et ses jouets. Et après beaucoup d'années, quand elle était déjà une citoyenne canadienne, elle avait la citoyenneté canadienne, elle était allée visiter, c'était en Jérusalem. Puis elle a trouvé sa maison, puis évidemment, c'est plus sa maison. Et il y avait quelqu'un dans la salle, un juif, qui a été comme bouleversé de cette histoire parce qu'il disait, ben, c'est comme si tu racontes l'histoire des Juifs en Europe. Et il ne savait pas que c'est ça l'histoire des Palestiniens. Il ne savait pas. On ne sait pas si personne ne te l'a jamais dit, si tu ne l'as jamais lu, si tu ne l'as jamais entendu, ben c'est quelque chose que tu ne connais pas. Et là, c'est juste mettre l'autre, c'est de faire de quelqu'un un être humain et non l'autre. Comment on peut faire de quelqu'un un être humain et non un autre, selon toi? Ça prend un petit crack dans le mur interne. Ça prend une volonté de se questionner, d'accepter que peut-être il existe une toute petite possibilité qu'il faut se questionner. Parce que c'est pas évident, parce que ben, si on dit un pays sans peuple pour un peuple sans pays, il n'y a rien à questionner. Qu'est-ce qu'on questionne? C'est ça, c'est the facts, c'est ça. C'est difficile à se rendre compte qu'il faut questionner nos croyances. C'est avec le temps, c'est avec beaucoup d'échanges, c'est avec des défis de s'exprimer, des défis de se comprendre et de comprendre l'autre, et de réessayer et réessayer. Ça prend un gros dédication, a big commitment, parce que c'est sur un long terme. Et il faut prévoir que ça va être dur, ça va être difficile. Il y aura beaucoup de moments qu'on dit oh, c'est pas possible. Lui ne me comprend pas, toi ne me comprends pas, mais il n'y a pas un curriculum magique. C'est différent un peu pour tout le monde, mais je crois énormément dans les différentes façons de dialoguer. Est-ce que vous croyez toujours au dialogue aujourd'hui? Ben, ça dépend du mot aujourd'hui. Tu le places où dans la phrase? Aujourd'hui, virgule, est-ce que je crois toujours en dialogue? Oui. Est-ce que je crois en dialogue aujourd'hui? Non. 7 jours? Non. Chaque côté doit prendre sa responsabilité et mettre sur la table de façon très honnête. Ça, c'est ma partie. This is what I did.